Énormément de questions ce matin autour de l'avenir de Wagner après ce week-end. Ont-ils fait machine arrière pour éviter un bain de sang, comme l'a affirmé le patron de la milice Prigojine? Et depuis quelques heures, d'ailleurs, une autre raison est évoquée pour expliquer ce volte-face. D'après un journal allemand, Prigojine n'aurait pas eu le soutien attendu de ses troupes. Hier, les plus radicaux ont critiqué dans une vidéo ce putsch avorté. C'est ce qu'on va voir avec Thibault Lacou. Sur ces images, les convois de la milice Wagner quittent la région de Voronej, située à environ 400 km de Moscou. Ils repartent sur le front ukrainien. La rébellion d'Evgeny Prigojine a tourné court. Beaucoup de ces hommes se sentent aujourd'hui trahis. Faire demi-tour, tu n'es pas un homme, tu es un lâche. Mais les soldats de Prigojine étaient-ils vraiment prêts à aller jusqu'au bout? D'après l'hebdomadaire allemand Der Spiegel, le chef de Wagner a renoncé par manque de soutien de ses troupes. Un soutien que semble toujours lui accorder cet ancien milicien. C'est un leader naturel. Il prend soin de ses hommes, il fait de son mieux pour qu'ils restent aptes au combat et qu'ils soient motivés. Certains analystes envisagent maintenant la fin de Wagner en Ukraine. Une campagne trop chère et désormais sans intérêt politique pour Prigojine. La milice pourrait recentrer ses activités en Afrique. Pour Prigojine, son avenir va beaucoup dépendre effectivement des réseaux de soutien qu'il a dans les coulisses du Kremlin. Tant qu'il les conservera, il aura très probablement déjà la vie sauve. Et d'autre part, il pourra peut-être conserver une partie de ses activités en Afrique. Les 25 000 combattants doivent maintenant faire un choix, rester dans Wagner ou rejoindre l'armée régulière comme leur a proposé le Kremlin. Colonel Pierre de Jong, on se pose la question ce matin, Prigojine lâché par ses hommes, c'est une explication crédible ou non ? Ça fait partie de l'explication probable de l'échec de Prigojine devant Moscou. C'est compliqué, vous savez, Wagner a été étalé dans 40 implantations dans toute la Russie, donc c'est compliqué. Je veux dire que probablement la partie centrale autour de Rostov, eux, était autour de Prigojine. Les autres, le temps qu'ils disent oui, qu'ils disent non, comme dans tout putsch, il y a ceux qui disent oui au début, puis après qui disent non au bout d'un certain temps. C'est le premier point. Le deuxième point, qui est très important, je pense que c'est quand même un coup qui s'est monté comme ça, un petit peu de façon empirique. Ça a monté en puissance progressivement, et je pense que Prigojine avait au sein du pouvoir à Moscou des alliés, des gens qui lui ont dit oui, c'est possible, on peut. Alors ça s'est passé la veille ou l'avant-veille ou la semaine d'avant, je ne sais pas très bien, mais quelque part il y a cette montée en puissance, et en fait il s'est retrouvé tout seul. Et je pense simplement que Prigojine, en remontant, c'est pas lui qui montait, hein, Prigojine est resté à Rostov. Mais Outkin, en remontant avec sa colonne de véhicules, en remontant sur Moscou, ils ont appris que ça, entre guillemets, ça patinait. Et donc, bilan, ils en sont restés là. Donc, bilan de l'opération, Prigojine, qui est un pragmatique, qui est un homme plutôt, c'est un homme d'affaires, c'est un entrepreneur, il a compris que ses partenaires, entre guillemets, n'étaient pas là. Et donc, je pense qu'il a débranché. Mais c'est pas exclusivement à cause des gens de Wagner que l'opération a foiré, le mot n'est pas très joli, mais... À capoter quelque part, effectivement. Alors, il y a beaucoup de discrétion de la part de Prigojine, même si on a vu cette image avec, évidemment, les selfies dans sa voiture. Il y en a un qui est encore plus discret. C'est Poutine, évidemment, depuis cette rébellion avortée. Depuis son allocution samedi, il n'est pas apparu, il n'a rien déclaré. Silence radio, tant sur la rébellion avortée de Wagner que sur les détails de cet accord. Alors, le président russe prépare-t-il sa riposte? C'est ce qu'on va voir avec Bastien Cochet. Depuis samedi, les Russes n'ont pas eu de nouvelles du maître du Kremlin. Après cette allocution dans laquelle il dénonçait le coup de poignard dans le dos d'Evgeny Prigojine, plus rien. Pas même après la conclusion d'un accord entre le chef de Wagner et le président biélorusse Loukachenko, au terme d'un échange décrit comme tendu et viril. Le président de la Biélorussie a décrit un certain plan convenu précédemment avec le président de la Russie. Mais pour autant que l'on sache, parmi les conditions, il n'y avait pas d'exigence de rencontrer Poutine ou de renoncer à Shoigu ou Gerasimov. Le silence de Vladimir Poutine depuis cet accord laisse place aux interprétations. Si la communication est mesurée, le président russe pourrait préparer des représailles, comme le montre cette interview réalisée il y a 5 ans. Est-ce que vous savez pardonner ? Oui, mais pas tout. Qu'est-ce qui est impossible à pardonner pour vous? La trahison. Samedi soir, Evgeny Prigojine a annoncé son départ pour la Biélorussie pour s'y réfugier. Il sera alors sous la protection relative d'Alexandre Loukachenko, l'un des plus fidèles alliés de Vladimir Poutine.
Voilà, invisible depuis 48 heures, c'est un porte-parole du Kremlin qui parle. Poutine invisible, sa garde rapprochée, Jade Partouche, fragilisée évidemment. Qui protège encore aujourd'hui le maître du Kremlin? Alors ils ne sont plus extrêmement nombreux dans son clan très rapproché. Déjà, il faut savoir que ce que je vais vous décrire, c'est sans commune mesure avec un service de sécurité classique. Vous avez ce qui chapeaute le tout, c'est le FSO, le service de sécurité fédéral. Là, vous avez 50 000 membres. Donc déjà, bien évidemment, c'est colossal. On va fonctionner en entonnoir, hein. Dans ce FSO, vous avez le service de sécurité présidentielle. Donc vraiment la garde rapprochée de Vladimir Poutine, dans lequel vous pouvez compter 2500 personnes. Ce sont notamment des anciens membres du KGB, des militaires. Alors je vous disais que c'est sans commune mesure avec ce que l'on connaît nous. C'est 25 fois plus important que ce qui entoure Macron, hein, par exemple, pour vous donner une idée. Ce sont les hommes en noir qu'on voit avec ses oreillettes, hein, souvent sur les images. À la tête de ces milliers d'hommes, c'est Alexei Roubeznoï. Il a 58 ans, c'est un ancien boxeur, riche propriétaire bien évidemment en Russie, que Vladimir Poutine compte parmi sa garde très rapproché, auquel s'ajoute son clan. Ça, c'est vraiment son crew, comme on peut dire. C'est les personnes vraiment qui l'entourent au quotidien, qui connaissent par cœur Vladimir Poutine. On peut nommer par exemple Sergueï Shoigu, son ministre de la Défense, Sergueï Lavrov, également son ministre des Affaires étrangères. Ce sont des hommes qui sont aux côtés de Poutine depuis des années, en qui le président place toute sa confiance, peut-être de façon un peu injustifiée parfois. Écoutez. Mais c'est évidemment une faiblesse par rapport à ce qu'il faudrait avoir à ces postes-là. Vous savez bien que Shoigu, qui est bardé de médailles, n'a jamais fait une guerre. Alors à la folie paranoïaque de Vladimir Poutine, hein, sur sa sécurité, vous pouvez ajouter des goûteurs, des testeurs d'habits, par exemple, parce que l'empoisonnement passe aussi par la peau. Vladimir Poutine n'a pas de téléphone portable, n'utilise pas Internet tant il s'en méfie. Hier, on m'expliquait que Vladimir Poutine est bien sûr l'un des hommes les plus protégés au monde, mais également l'homme le plus isolé et aujourd'hui peut-être le plus fragilisé. Et le plus fragilisé peut-être, mais encore voilà, quelques piliers qui sont là et qui tiennent le coup autour de sa sécurité. Et si le calme semble être revenu à Moscou, bien sûr, on a beaucoup parlé de la capitale russe, d'importantes patrouilles de police qui y sont toujours là, hein, pour sécuriser le centre-ville. Hein. Alors ce lundi, il sera chômé dans la capitale pour limiter les déplacements, apaiser la situation, des précautions que beaucoup de moscovites n'ont pas suivies hier. On va retrouver nos envoyés spéciaux sur place, Jérôme Garraud, Michael Merle et Liena Dabak. Oui, c'est un jour chômé à Moscou aujourd'hui, c'est-à-dire que les commerces, les magasins, les entreprises resteront fermés. Seules quelques entreprises publiques ou stratégiques seront ouvertes. C'est une décision qui a été prise samedi au plus fort de la crise pour limiter les déplacements des habitants. Alors, même si la menace Wagner semble écartée, ce jour va rester férié. Et puis par ailleurs, on voit toujours des patrouilles de police assez présentes dans les rues. Donc on sent quand même que ce n'est pas un total retour à la normale d'un côté. Et d'un autre côté, on voit des petits signes qui montrent que la situation s'est quand même détendue. Je vous donne un exemple. Le parc Gorky, qui est très populaire auprès des moscovites, était annoncé fermé au moment de l'avancée de la rébellion. Finalement, hier, il était ouvert. Et les Russes ne s'y sont pas trompés. Ils s'y sont rendus par milliers. On est allé voir un petit peu pour tourner un reportage. C'était comme si c'était un jour ordinaire, comme si de rien n'était, en apparence tout du moins. On a un petit peu parlé avec les moscovites qui étaient là-bas, qui nous ont confié leur perplexité, leurs doutes et même leur peur que cet épisode se reproduise, qu'une instabilité s'installe. Donc on sent quand même que cet épisode a laissé des traces. Et il a évidemment suivi les événements heure par heure. Emmanuel Macron qui pointe du doigt dans un entretien à la Provence les divisions qui sont au sein du camp russe, la fragilité, vous le voyez, à la fois de ses armées, de ses forces auxiliaires comme le groupe Wagner, tout en prévenant la situation reste évolutive. Anthony Blinken, le chef de la diplomatie américaine, parle lui aussi de fissures dans l'entourage de Poutine. Il s'agit d'un échec stratégique dévastateur pour Poutine sur pratiquement tous les fronts, économique, militaire et géopolitique. Il s'agit fondamentalement d'une affaire interne pour les Russes. Nous le voyons se dérouler. Encore une fois, nous avons vu la montée des tensions pendant plusieurs mois qui ont conduit à cela, mais nous ne savons pas exactement où cela va nous mener. Mais ce que nous savons, c'est que nous avons vu apparaître de véritables fissures, une fois de plus, un défi direct à l'autorité de Poutine.